Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans votre émission internationale. Ce dimanche, un numéro consacré à l'actualité en Europe avec un invité qui incarne une génération, celle qui a grandi et étudié sans frontières. C'est la génération Erasmus. Un film, L'Auberge espagnole, l'a rendu populaire. C'est notre rubrique instantanée. Nous avons décidé de voir tout le monde et de décider tous ensemble. Parce qu'on veut que la vie soit cool ensemble. Nous voulons de bonnes vibrations, tu comprends? Oui, bien sûr, cool, je comprends, pas de problème. Oui, je ne sais pas, ça va peut-être être compliqué avec toi, parce que tu es français, et nous venons tous de différents pays. Je suis italien, Tobias est allemand, Lars est danois, Wendy est anglaise et Sodad est espagnole. C'est la seule qui vient d'ici. Bonjour Sandro Gozzi. Bonjour. Vous êtes en direct de Rome, la capitale italienne. Vous êtes secrétaire d'État aux Affaires européennes. Vous avez été sur les bancs de l'une des premières promotions Erasmus. C'était à Paris en 1989. Ce jeune Italien qui parle dans cet extrait de ce film, c'était un peu vous, Sandro Gozzi, il y a 28 ans. Alors, juste une petite question. L'Europe, c'est aujourd'hui à peu près 512 millions d'habitants. Et le programme Erasmus, c'est plus ou moins 3,3 millions d'étudiants, c'est-à-dire un peu moins de 1% de ces habitants de l'Europe. Donc, est-ce que c'est pas peut-être un peu de marketing, Erasmus, quand on sait que c'est 4 pays qui vraiment monopolisent ces étudiants, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France? Non, ce n'est pas du marketing, c'est une chance à saisir que l'Europe doit encore saisir. Erasmus est synonyme de succès. Erasmus, c'est l'Europe qui offre des opportunités, qui multiplie les opportunités pour les jeunes, pour les étudiants, pour les citoyens. Et il est tout à fait contradictoire que cette histoire de succès dont tout le monde parle et dont tout le monde se réjouit, à cette histoire de succès soit consacré moins de 1%, 0,5, 0,6%, je crois, du budget européen, qui est un budget déjà assez limité. C'est pour cela qu'il ne faut pas remettre en question Erasmus, il faut multiplier par 10. C'est la proposition que j'ai faite au nom du gouvernement italien dans les budgets de l'avenir d'après 2020, de l'Europe d'après 2020. Multiplions par 10 les ressources consacrées à Erasmus, qui signifie liberté. Erasmus, c'est l'Europe de la liberté, l'Europe des opportunités, l'Europe de la citoyenneté. Et donc, je crois qu'il faudrait être cohérent avec ce que nous disons. Donc, je crois que ça, c'est la voie à suivre. Et il faut qu'il soit plus inclusif. Il ne doit pas être un programme d'élite. Ça doit être un programme d'inclusion sociale. Avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de regarder ce focus que nous vous avons consacré. Il est signé Bastien Bory et Benoît Tricot. Quelque part dans cette foule, un homme va courir 3h50 et finir 9969e du marathon de New York. Tenez, le voici sur cette photo prise lundi dernier. Derrière ce sourire d'enfant, Sandro Gozzi, il y a un compétiteur endurci. Que ce soit en basket pour améliorer un chrono ou en mocassin pour défendre l'euro. Si la pluie tombe, c'est à cause de l'euro aussi. Ça ne marche pas comme ça. Le vrai problème, c'est la compétitivité. L'Europe est un de vos combats de longue date. Étudiant en droit à Bologne en novembre 1989, vous sentez le mur chanceler et filez à Berlin en voiture pour assister à sa chute. 3 pays, 1200 km et l'amorce à 21 ans d'un parcours sans frontières. C'était un cadre dans lequel je me sentais chez moi un peu partout et ça me plaisait beaucoup. Diplômé à Bologne, à Paris, à Londres et Bruxelles, la traversée des Alpes n'a aucun secret pour vous qui étiez dans l'une des premières promotions Erasmus. Le profil dont Rome avait besoin. Prodi, Renzi, Gentiloni feront de vous l'acteur de la stratégie européenne de l'Italie. L'Europe va mal. L'Europe va mal et il faut la sauver. Pour la sauver, il faut la changer. Mais dans cette course au changement, vous n'êtes plus seul. Adenauer, Monnet, De Gasperi, la pensée dominante de ces pères europhiles n'est plus. Difficile de savoir si vous aurez assez de souffle face à leur fils eurosceptique.
Sandro Gozzi, une question de Sophie Malibaud de RFI qui vient de nous rejoindre avec Christophe Ayad du journal Le Monde. Sophie, une question sur l'humeur du moment en Italie. Bah oui, demain, Sandro Gozzi, demain toute l'Italie a les yeux rivés sur Milan. Il y a ce match retour. Si jamais c'est la défaite, vous avez déjà perdu contre la Suède. Si c'est la défaite, il n'y aura pas d'Italie lors du prochain mondial. Est-ce que c'est imaginable? Est-ce que ça risquerait pas vraiment d'affecter le moral des Italiens? Il faut éviter ces désastres cosmiques, même pour vous. On ne peut pas penser à une Coupe du Monde sans l'Italie. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1954. On n'a pas envie de répéter. Et je crois qu'on a la chance de battre les Suédois à Milan lundi soir. Je ne sais pas si ça va véritablement affecter les morales en Italie, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on piétine un peu. Ils ont du mal, nos 11 joueurs, à s'affirmer, mais ils auront 75 000 personnes pour les soutenir lundi soir à Milan, et je crois qu'ils peuvent réussir. Sandro Gozzi, vous disiez que l'équipe nationale piétinait. On a l'impression que le pays piétine un peu. Ça fait 1 an que Matteo Renzi avait lancé son référendum qui a été refusé. Est-ce que vous avez l'impression que c'est 1 an perdu depuis? C'est un choix que nous devons respecter, c'est un choix qui sans doute n'est pas allé dans la bonne direction pour notre pays, parce que nous avons entamé un processus de réformes très important depuis 2014, et ceci devait être l'achèvement politique, institutionnel de ces processus de réforme. Il faut avoir une démocratie qui fonctionne. Pour protéger la démocratie, il faut lui donner plus d'efficacité. Et c'est pour cela que nous avions proposé un référendum qui était prévu par la Constitution. Ce n'était pas un choix de Matteo Renzi. La Constitution nous obligeait à tenir un référendum. On connaît la suite. Mais l'Italie, depuis 2014, a commencé finalement à bouger. Si vous regardez les chiffres à l'époque des gouvernements précédents, ne parlons pas de la crise. On était au bout du gouffre avec le gouvernement Berlusconi en 2011, mais prenez les chiffres de Letta ou de Monti, même l'immobilisme de Letta était très inquiétant. On était à moins 2,3% de récession économique. Aujourd'hui, l'Italie est entre 1,5 et 1,8 de croissance économique. On a créé presque 1 million de nouveaux postes de travail grâce à la réforme du marché du travail, grâce au Jobs Act. On a réformé la justice, on a réformé l'administration publique. On est dans la bonne voie. Sans doute, les référendums seraient été un formidable accélérateur pour les changements en Italie. Monsieur Gozzi, est-ce qu'il ne fallait pas le faire, peut-être, ce référendum, finalement? Comme je vous ai dit, on était obligé de les faire, dans le sens que la Constitution prévoit que s'il n'y a pas les 2/3 des majorités favorables au Parlement, il faut tenir un référendum. Et comme la droite nous avait accompagnés dans son processus jusqu'à un certain moment, et après ils sont sortis de la majorité constitutionnelle, on a dû faire les référendums. Je crois que, Matteo Renzi a été très clair, on a commis des erreurs, de lier trop les référendums à sa personnalité a été sans doute une erreur. Mais désormais, ça c'est du passé. Il faut continuer à travailler pour les changements en Italie, même si on n'a pas pu réformer la Constitution comme nous aurons voulu. Matteo Renzi ne veut plus entendre parler des réformes constitutionnelles et des référendums pour 70 ans, il a dit. Moi, j'espère que dans la nouvelle législature, on pourra remettre à l'ordre du jour la réforme du fonctionnement de la démocratie italienne, parce qu'elle doit être réformée, elle doit être réformée, d'après moi, rapidement. Monsieur Gozzi, revenons sur la question européenne. Vous voulez redynamiser l'Europe, mais comment peut peser l'Italie face au couple franco-allemand? Mais là-dessus, on se retrouve pleinement dans les discours et dans l'action d'Emmanuel Macron, que déjà en campagne électorale et après en tant que président de la République, il a clairement indiqué qu'il faut donner une nouvelle dynamique, il faut refonder l'Europe, il faut donner un nouveau rythme au processus européen, et il faut le faire par un groupe de pays qui démontrent d'avoir la volonté politique et la capacité de le faire. Et Emmanuel Macron a toujours indiqué l'Italie parmi ces pays. Donc il me semble que lui, il soit sorti de ce tropisme franco-allemand qui est tout à fait décalé par rapport à la réalité européenne aujourd'hui.
l'entente entre Paris et Berlin est une condition nécessaire. Oui, mais cet axe franco-allemand, il le réaffirme très fortement encore il y a 48 heures, hein, en Alsace, avec le président allemand. Mais de toute façon, c'est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante. Il est clair que si Paris et Berlin ne s'entendent pas, c'est plus compliqué pour tout le monde. Si Paris et Berlin s'entendent, ils ont besoin des autres. C'est l'époque où on pouvait penser de démarrer un processus européen organisé uniquement autour de Berlin et de Paris est révolue. Sandro Gozzi, il y a aussi l'Allemagne a changé. Angela Merkel s'est quand même pris une vraie claque électorale et aujourd'hui elle peine à former son gouvernement. Est-ce que vous ne craignez pas d'être face maintenant à une Allemagne qui se replie peut-être un peu sur elle-même, en tout cas qui va aller jusqu'au bout pour défendre ses propres intérêts et qui sera peut-être pas très flexible pour ses partenaires européens? Bon, si c'était comme vous disiez, ça serait la continuation de ce qui a été dans les dernières années. Parce que dans les dernières années, l'Allemagne a toujours essayé de reporter à demain des décisions qui étaient urgentes de prendre aujourd'hui ou même hier. Elle a plutôt pensé à ses intérêts allemands, elle n'a pas montré vraiment une véritable vision européenne. C'est vrai qu'on a dû travailler dur pour sauver la zone euro, et là, sans doute, l'Allemagne a joué son rôle, mais il est temps de rentrer dans une phase plus dynamique, et il ne faut pas se décourager par l'hésitation allemande. En ce moment, elle est compréhensible. Quand vous voyez avec qui elle négocie aujourd'hui, vous pensez qu'il y a de l'espoir? En ce moment, les Allemands sont en train de négocier leur gouvernement. Et moi, je serais moins pessimiste par rapport aux observateurs sur la nouvelle politique européenne du nouveau gouvernement allemand. Regardons leur accord de coalition. Nous nous retrouvons sur beaucoup de positions des Verts allemands. Si les Verts allemands, comme il semblerait, vont rentrer dans la coalition allemande, sans doute là, il y a des points de convergence. Mais en tout cas, il faut poursuivre, il faut tenir la dynamique qu'Emmanuel Macron a essayé de donner, que nous partageons, la dynamique du discours de la Sorbonne. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire en Europe, et je vois la tentation, par contre, de le faire. Il faut prendre l'offre politique d'Emmanuel Macron comme une opportunité, pas comme une question à gérer, pas comme une question à encadrer. L'Europe n'a pas besoin de business as usual. L'Europe a besoin de rentrer dans un nouveau processus politique. Donc gardons cette dynamique au lieu d'essayer de l'encadrer dans la logique des sommets, dans la logique des Sherpas, dans la logique des approches technocratiques, des agendas. C'est pas ça dont on a besoin. On a besoin d'exploiter pleinement, finalement, une France qui veut assumer. Et il était grand temps, sa responsabilité européenne. Sandro Gozzi, l'Europe, elle a ses propres détracteurs, chez vous comme chez nous. Écoutez ce qu'en disent Pepe Grillo du mouvement 5 étoiles en Italie et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Nous n'acceptons plus ces foutus Allemands qui veulent imposer leur économie au monde entier. Assez, assez. Nous, on va en Europe pour changer les choses. Et s'ils n'acceptent pas, alors nous ferons un référendum et ce seront les citoyens qui décideront si oui ou non on sort de l'euro. Et franchement, on est obligé de supporter ça. Non, mais attends, c'est la République française ici, c'est pas la Vierge Marie, là. Je comprends pas. Christophe. Sandro Gozzi, le mouvement 5 étoiles reste quand même assez fort encore, comme l'a montré les récentes élections régionales en Sicile. Est-ce que il y a un rejet de l'Europe aujourd'hui en Italie? Alors, sans doute, les Italiens sont très déçus. De ne pas avoir trouvé l'Union européenne là où ils pensaient l'Union européenne devait être. On ne l'a pas retrouvé dans la Méditerranée. En 2015, l'Italie était seule à faire le travail pour tout le monde. Et comme après l'a dit Juncker, en utilisant les mots de Matteo Renzi et mes mots, et là, l'Italie a sauvé la dignité de l'Europe, a sauvé les valeurs européennes de la Méditerranée. On n'a pas trouvé l'Europe là-dedans. On n'a pas retrouvé l'Europe dans l'approche pour sortir de la crise économique et financière. La doctrine de Schäuble
a été catastrophique du point de vue social et du point de vue développement. Bon, il est président du Bundestag, bonne chance. Moi, je ne vais pas regretter le fait qu'il ne soit plus au Conseil ECOFIN. L'impact social que la recette de Schäuble a eu sur la classe moyenne et les plus pauvres a été dévastatrice en Italie. Le résultat, M. Gozzi, comme d'autres pays. Le résultat, M. Gozzi, c'est que vous avez les 5 étoiles qui sont forts et la droite qui est très forte à cause de la question de l'immigration. Donc en fait, est-ce que la gauche italienne n'est pas complètement détruite ? Pas du tout. La gauche italienne est le premier parti en Europe de la gauche. Le Parti démocrate a eu 41% aux élections européennes. Les pires sondages en ce moment nous donnent entre 26 et 27%. Et il est le seul pôle des réformateurs et pro-européens en Italie. Et sans doute, les prochaines élections politiques en Italie seront entre un centre-gauche autour du Parti démocrate. Et nous voulons construire une alliance éminemment pro-européenne. Face à nous, il y aura une droite lépénisée, parce que les protagonistes de la droite et de la droite extrême en Italie, c'est Matteo Salvini, l'allié de Marine Le Pen, c'est lui qui a introduit en Italie complètement les discours xénophobes, anti-européens et racistes de Marine Le Pen. Et de l'autre côté, on aura les 5 étoiles qui, les lundis, ils sont pour sortir de la zone euro, les mardis pour sortir de Schengen, les mercredis ils ne savent pas, ils sont dans l'ambiguïté totale et ils démontrent l'incompétence totale. Et d'ailleurs, la mairie de Rome est là pour nous rappeler l'incompétence des 5 étoiles et il faut absolument éviter qu'ils puissent aller au gouvernement en Italie. Sandro Gozzi, sur la question migratoire dont on vient de parler, vous étiez félicité de cette question de répartition entre tous les pays de l'Union européenne des migrants, mais ça n'a pas fonctionné. Vous qui êtes un supporter de l'Europe, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Vous êtes extrêmement déçu par la façon dont l'Europe a géré cette question. Bah écoutez, alors, il y a des pas en avant, sans doute, dans la dimension externe. En Libye, en Afrique subsaharienne, on commence à voir une action en Libye italienne soutenue par l'Europe dans l'Afrique subsaharienne européenne qui va dans la bonne direction. Pour ce qui concerne les réfugiés politiques et pour ce qui concerne la redistribution des réfugiés à l'intérieur de l'Union européenne, ça a été sans doute décevant et pour nous c'est absolument inacceptable l'attitude de certains pays qui ont dès le début refusé de participer d'aucune manière au mécanisme de solidarité. Vous parlez de la Pologne et de la Hongrie, c'est ça? Je parle de la Pologne et de la Hongrie en particulier. Pour nous, c'est absolument inacceptable. Que tu te montres comme Européen, laissez-moi dire ça, je trouve totalement inacceptable que tu sois européen et pro-européen quand tu reçois des fonds européens, et beaucoup de fonds européens, et que tu sois nationaliste quand tu dois recevoir des réfugiés politiques. Ça, c'est les jeux qui ont joué en Pologne et en Hongrie, et pour nous, ceci est totalement inacceptable. C'est pour cela qu'on propose que dans le budget après 2020, on sanctionne les pays qui ne respectent pas l'état de droit, ne respectent pas les principes fondamentaux, ne respectent pas les obligations de solidarité. Et donc, s'ils ne les font pas, on doit suspendre et geler les fonds européens. C'est la seule façon de faire raisonner les gouvernements à Budapest ou à Varsovie. Sandro Gozzi, et le gouvernement français, vous pensez qu'il en fait assez sur la question migratoire? Il y a de la solidarité du côté français? On commence à la voir. D'après moi, il faut travailler beaucoup plus sur un thème. En France, on continue à travailler beaucoup sur la distinction entre immigrés économiques et réfugiés politiques. Mais il est clair que, sans doute, il s'agit de 2 situations différentes, mais les 2 situations demandent des politiques européennes communes. On ne peut pas nous limiter à dire qu'il faut travailler ensemble au niveau européen sur les réfugiés politiques, mais les immigrés économiques, mais les immigrés irréguliers, ce n'est pas une question qui nous concerne. Parce que ces questions nous concernent tous. Et seulement nous pouvons retrouver un pouvoir de contrôle, une capacité de gouverner et de ne pas subir les flux migratoires seulement si on développe une approche commune
aussi sur l'immigration irrégulière économique et pas seulement en nous limitant à la question bien qu'importante des réfugiés politiques. Sandro Gozzi, nous allons nous interrompre quelques minutes. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite. Nous sommes en direct avec notre invité Sandro Gozzi, secrétaire d'État italien aux affaires européennes. Un entretien avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde. Avant de passer à d'autres sujets, Christophe, une dernière question sur la crise migratoire. Oui, Monsieur Gozzi, est-ce que l'Italie souhaite une réforme des accords de Dublin qui font que les demandeurs d'asile doivent être enregistrés dans le premier pays dans lequel ils entrent lorsqu'ils arrivent dans l'Union européenne? Ce qui désavantage évidemment l'Italie et qui permet à la France de renvoyer tous les demandeurs d'asile qui arrivent jusque chez elle en Italie en disant « Ah bah c'est votre problème, c'est pas le nôtre ». Oui, bien sûr que nous voulons réformer les systèmes de Dublin. Tout le monde dit vouloir réformer les systèmes de Dublin. C'est pour cela qu'on est en train de négocier. Pour nous, non, ce n'est pas exactement ça. Il est clair que pour nous, la réforme doit être équilibrée. Il faut faire plus du point de vue de la responsabilité et du contrôle des frontières extérieures. Et nous, on est en train de le faire. Mais il faut faire plus aussi sur la solidarité et la redistribution. Dublin a été conçu dans les années 90 du siècle dernier pour la crise de la Bosnie-Herzégovine. Vous pensez que c'est un système qui puisse nous permettre de gérer les relations entre Europe, Afrique et Asie? La réponse est évidente, non. Et donc, il faut les changer. Sandro Gozzi, cette semaine, c'est l'hebdomadaire américain Time qui fait sa une avec le président français. Il titre « Le prochain leader de l'Europe ». On imagine que vous avez été très sensible au discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Vous l'avez dit d'ailleurs en septembre dernier pour refondre l'Europe. Plus généralement, quand vous parlez du président français, voici comment vous le qualifiez. Excellent, oui. Honnêtement excellent. Emmanuel, oui, je le connais depuis plusieurs années. Je parle de lui dans mon ouvrage Génération Erasmus, quand il était encore ministre peu connu en Europe. Et je crois que c'est un début excellent. Sandro Gozzi, vous êtes europhile et on peut dire peut-être macronphile. Pourquoi un tel engouement ? Mais parce qu'il démontre d'avoir une vision européenne, il a démontré d'avoir un courage sans précédent en mettant l'Europe au centre de sa campagne électorale présidentielle française, parce qu'il était radicalement alternatif au discours nationaliste et des fermetures de Marine Le Pen, et parce qu'aujourd'hui il démontre d'avoir la volonté de faire bouger les choses en Europe. Et je crois que nous devons ensemble faire bouger les choses en Europe. En tant qu'ami d'Emmanuel Macron, je me suis réjoui de la couverture du Time, et je suis d'accord avec lui. Un leader seulement ne suffit pas. Il faut avoir un leadership collectif. Et donc il faut que l'Italie soit à rendez-vous même l'année prochaine après les élections législatives à Rome. Sophie. Oui, Sandro Gozzi, est-ce que vous partagez les ambitions d'Emmanuel Macron en matière de défense commune européenne? Il veut une force d'intervention commune, un budget commun, une doctrine commune. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous y croyez? Oui, c'est faisable. Maintenant, il y a les conditions. Il y a les conditions internationales. On est dans un nouveau désordre mondial. Et on a affaire avec des personnalités comme Trump, comme Poutine, comme la Chine de Xi Jinping, qui nous poussent en tant qu'Européens à faire mieux et plus pour l'Europe de la défense. Il est absurde de faire la même chose à 27. Il est absurde de gaspiller de l'argent en faisant des marchés publics à 27 alors qu'on pourrait organiser des marchés publics communs. Et il faut construire des champions industriels de la défense européens qui puissent être compétitifs sur la scène globale. C'est de ça dont on a discuté, sur lesquels on s'est engagé au sommet italo-français de Lyon. Et c'est la bonne voie. Aujourd'hui, il y a les conditions politiques à l'intérieur de l'Europe et sur la scène internationale pour faire des pas en avant dans cette direction. Monsieur Gozzi, en attendant la défense commune européenne, est-ce que l'Italie est prête à participer à des opérations, notamment au Sahel, où la France est très présente pour essayer d'endiguer le terrorisme, mais aussi les flux migratoires incontrôlés? Est-ce que l'Italie va envoyer des troupes au sein de la MINUSMA? Est-ce qu'elle va financer le G5 Sahel? On est en train de travailler de façon très étroite avec la France, justement, sur le G5 Sahel.
Et on a sans doute intensifié notre coopération pour ce qui concerne la lutte contre le trafic des êtres humains entre le sud de la Libye, le Tchad et le Niger. Et donc je crois que nous allons de plus en plus travailler ensemble là-dessus, parce que c'est un des thèmes sur lesquels il faut travailler ensemble. Concrètement, ça veut dire que l'Italie va envoyer des troupes pour former les armées africaines ou bien pour participer à des missions antiterroristes? Vous savez qu'on est déjà très engagé dans la formation et aussi dans les actions antiterrorisme en Libye. Et comme je vous dis, nos ministères de la Défense et les présidents du Conseil et les présidents de la République sont en train de discuter sur comment intensifier notre coopération. Sandro Gozzi, vous avez évoqué cet accord sur les chantiers navals, mais après l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu un peu de crispation entre les relations franco-italiennes. Est-ce que vous pensez que même si la France veut relancer l'Europe, elle fait toujours passer ses intérêts avant ? Écoutez, c'est normal que chaque pays fasse la défense de ses intérêts, notamment quand il s'agit d'intérêts économiques, quand il s'agit d'intérêts sociaux, comme les niveaux d'emploi à garder à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Je crois que la question n'est pas mettre en contradiction l'intérêt national, l'action européenne. La question est de voir où se situent nos véritables intérêts. Sur la question Saint-Nazaire STX, est-ce que la question vraie est de se faire la concurrence entre Français et Italiens, ou est-ce que la vraie question pour les navals et pour les navals civils et militaires, c'est de développer un pôle européen, notamment franco-italien, qui soit à même de tenir face à la concurrence globale. Nous, à Rome, nous sommes pour la deuxième choix. Sandro Gozzi, on a tout de même l'impression que depuis l'annonce du Brexit, il n'y a pas eu ce sursaut européen auquel on aurait pu s'attendre. On a un peu l'impression que c'est, pardonnez-moi l'expression, business as usual. On est toujours un peu dans les mêmes rivalités, tractations entre Européens. Non, je ne suis pas sûr d'être pleinement d'accord. Qu'est-ce qui a changé concrètement ? Il a changé le fait qu'on est en train finalement de fixer, de travailler de façon opérationnelle, concrète, sur de nouveaux objectifs. On a cité l'Europe de la défense, on a finalement ouvert un débat sur la réforme de la zone euro. On est en train de travailler notamment sur la dimension externe de l'immigration, et là des pas en avant ont été faits. L'Italie et la France ont remis en question, ont mis sur la table la question de réformer la démocratie européenne. C'est impossible d'avoir une démocratie européenne sans force politique européenne transnationale. La proposition liée au Brexit que moi j'ai fait pour l'Italie en avril et qu'Emmanuel Macron a défendu pendant la campagne électorale et a repris dans son discours à la Sorbonne, utilisant les 73 sièges laissés vides par les Britanniques pour élire des députés européens dans des listes transnationales sur une circonscription unique européenne, c'est un pas en avant symbolique et politique pour donner de la chair à une démocratie européenne qui, sans mouvement politique européen et transnational, resterait seulement formelle. Mais Sandro Gozzi, on voit bien que les 28 pays européens ont beaucoup de mal à s'entendre. Cette semaine encore, il y a eu la question de l'homologation du glyphosate qui n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Un petit rappel sur cette question. C'est l'herbicide le plus utilisé sur la planète. Mais au départ, le glyphosate n'était pas destiné à l'agriculture. En 1964, une firme américaine dépose un brevet pour cette molécule. C'est un détergent pour installation chimique. Ses propriétés herbicides sont découvertes ultérieurement par un chimiste de Monsanto. Dès 1975, la firme américaine commercialise le glyphosate comme désherbant total. Le Roundup est lancé. Dans 48 heures, avec mon Roundup Express, et fera moins la maline. C'est un succès. L'an passé, 800 millions de litres ont été épandus dans le monde. Le glyphosate entre dans la composition d'au moins 750 produits commercialisés dans plus de 130 pays. Coup de tonnerre le 20 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, un organe de l'OMS, déclare que le glyphosate est génotoxique, c'est-à-dire qu'il endommage l'ADN. Il est également cancérogène pour l'animal et cancérogène probable pour l'homme. Et des études démontrent que le glyphosate est déjà présent dans l'alimentation humaine.
Sophie, une question sur cette problématique. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence, Sandro Gozzi, entre le fait de vouloir, pour ce qui est de la France, de l'Italie, des normes environnementales élevées, et puis d'un autre côté de négocier des accords de libre-échange avec des pays qui ne sont pas aussi regardants, par exemple le Canada sur le glyphosate ou même dans le Mercosur. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de cohérence? Mais moi, je crois qu'il faut distinguer les deux questions. Sur le glyphosate, vous savez que si on s'est opposé à la demande qui, d'après nous, n'était pas acceptable de la Commission de renouveler l'autorisation pour le glyphosate pour 10 ans ou 5 ans, c'était grâce à l'action française et italienne. C'est nous que nous avons pris l'initiative de bloquer. Parce que s'il y a un doute, il faut faire prévaloir les principes de précaution. S'il y a un doute, même si c'est seulement un institut scientifique qui dit que c'est probablement cancérigène, s'il y a un doute, il faut arrêter. Et c'est la position de l'Italie. Oui, mais justement, pourquoi vous séparez les deux questions? Ensuite, on va passer des accords avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes? Écoutez, sur les accords commerciaux et sur les standards environnementaux et sur la protection des produits de qualité, moi je crois que l'accord avec le Canada, c'est un modèle. Ce n'est pas à diaboliser. Parce que c'est un accord qui est structuré autour des préférences européennes et autour du modèle européen. Je vous fais un exemple. Il reconnaît une protection à 141 produits protégés avec les indications d'origine, des géographiques d'origine, les dénominations d'origine contrôlée européens. Si on refusait cet accord, on n'aurait aucune protection. À l'intérieur de cet accord, il y a 41 produits qui sont les 90% des exportations italiennes envers le Canada qui seront reconnus et protégés grâce à l'accord entre le Canada. On doit diaboliser ça. On doit indiquer qu'il y a la possibilité d'avoir des accords commerciaux équilibrés et qui soient conformes et cohérents avec nos valeurs. Moi, je crois que c'est ça le discours qu'il faut tenir et sans doute, il faut être beaucoup plus exigeant avec d'autres partenaires internationaux, notamment sur les standards sociaux et sur les standards environnementaux. Mais alors, Sandro Gozzi, cette semaine, un autre sujet a été à la une de plusieurs médias, les Paradise Papers, où comment les multinationales ou de grandes fortunes font de l'optimisation fiscale en se délocalisant dans les paradis fiscaux. C'est la presse qui fait ces révélations. Voici la réaction de Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et à la fiscalité. La première liste européenne de paradis fiscaux doit voir le jour en 2017. Je dis bien la première. Il n'y en a jamais eu. La Commission a fait cette proposition il y a un an. Il y a un groupe qu'on appelle le Code de conduite qui est en train d'y travailler. Et j'ai noté ce matin avec satisfaction que tous les ministres des Finances étaient engagés à ce qu'il y ait la première liste en 2017. Sandro Gozzi, une liste européenne des paradis fiscaux, bientôt, alors que ce sujet fait débat depuis des années. L'Europe a pour le moins un train de retard sur cette question. Pourquoi ? Écoutez, la raison principale, c'est la règle de l'unanimité. Il faut être tous d'accord pour intervenir dans la fiscalité. Et quand on est obligé d'avoir l'unanimité, c'est toujours plus difficile. Mais laissez-moi dire que moi, Est-ce que c'est parce que certains pays européens sont eux-mêmes des paradis fiscaux? Mais c'est scandaleux ce qui se passe dans cette question. Moi, je suis dégoûté de voir... C'est très bien l'enquête que Le Monde et d'autres journaux mènent avec les Paradise Papers. En tant que citoyen, je suis écœuré de voir qu'il y ait des citoyens qui sont en France et en Italie et qui payent tous leurs impôts, et les impôts sont trop élevés. Je crois qu'ils sont trop élevés, sans doute en Italie, il faut les baisser. Et après, de voir les grandes fortunes, les multinationales, qui payent 0,05% d'impôts, comme dans le cas d'Apple en Irlande. Il faut agir. Sandro Gozzi, justement, parlons des grandes fortunes, Sandro Gozzi. En Italie, en mars dernier, vous avez donc créé un impôt forfaitaire, justement pour attirer les riches étrangers qui, au-delà de 100 000 euros, ne payent plus d'impôts sur leurs revenus internationaux chez vous. Non, attendez, il faut distinguer. Les Paradise Papers ne sont pas sur la baisse des niveaux fiscaux. Les Paradise Papers sont sur l'évasion fiscale, sur l'illusion fiscale. Là, on parle de méthode d'expatriation fiscale. L'Italie autorise cette expatriation fiscale maintenant. C'est pas vraiment un progrès. Non, attendez. D'un côté, il faut
moi, je ne conteste pas ce qu'on peut faire dans les Pays-Bas, en Irlande, sur la baisse du niveau de la pression fiscale. Le problème, c'est qu'à travers différents montages financiers, il y a des multinationales, il y a des grands groupes qui ne payent aucun impôt. Aucun impôt. Et moi, je trouve que ça, c'est scandaleux. Et à l'intérieur de l'Union européenne, il y a des législations qui permettent de nous faire, entre nous, pas seulement sur certains aspects, une concurrence fiscale qui va au détriment du bon fonctionnement du marché intérieur. Nous soutenons l'initiative de la Commission, nous voudrions que la Commission y travaille davantage, nous voudrions que Pierre Moscovici s'engage encore plus, même s'il est en train de le faire. Nous sommes favorables, et nous avons fait une initiative avec la France et l'Allemagne et l'Espagne, à introduire une digital tax, une taxe sur les grandes multinationales numériques. C'est la direction dans laquelle aller. Et s'il y a des problèmes de dumping... Oui. Sandro Gozzi, on va parler d'un pays qui est voisin de l'Italie, enfin pas très loin, qui est Malte. Malte est dans les Paradise Papers à cause de toute une industrie d'optimisation fiscale des yachts, mais il y a aussi même des problèmes, semble-t-il, à Malte de contrebande de pétrole avec des pays voisins comme la Libye. Il y a des assassinats de journalistes qui enquêtent. Est-ce que Malte, il y a un problème d'état de droit ? Écoutez, moi je crois que l'attentat était affreux et je crois que la réaction du gouvernement maltais et du Premier ministre Muscat a été très très forte et va dans la bonne direction. La question de la fiscalité à Malte est différente. Eux, ils ont un niveau très bas de fiscalité. Le problème est qu'ils devraient voir et contrôler beaucoup plus ceux qui vont profiter de leur niveau de fiscalité très bas. C'est ce qu'on appelle la due diligence. Ils devraient faire des évaluations beaucoup plus approfondies sur ceux qui vont enregistrer les yachts ou ceux qui vont bénéficier d'autres questions. Sur la question de l'état de droit, il faut que Malte démontre et y mette toute la force et la détermination nécessaire pour lutter contre une criminalité organisée qui, malheureusement, on a vu, elle est très enracinée, très forte, et l'attentat de la blogueur maltaise, malheureusement, a été là pour nous le rappeler à tous. Sandro Gozzi, poursuivons cet entretien, si vous voulez bien, sur la question de l'indépendance de la Catalogne et de ses multiples rebondissements. Le président catalan destitué, Carles Puigdemont, réside en ce moment à Bruxelles. On l'écoute. Il interpelle les dirigeants de l'Union européenne. Monsieur Juncker, Monsieur Tajani, c'est cette l'Europe que vous voulez? C'est celle d'Europe que vous nous invitez à construire? L'Europe avec un gouvernement dans la prison, un pays sans le droit d'avoir le représentant choisi de façon démocratique, avec les lois que les citoyens ont votées? C'est cette l'Europe que vous nous proposez? Sandro Gozzi, que répondez-vous à Carles Puigdemont? Écoutez, l'état de droit, on le disait avant pour certains pays européens, c'est la base fondamentale. Et il faut que les processus entre Catalogne et Madrid, entre Catalogne et Espagne, restent dans le respect de l'état de droit et de la Constitution. Je crois qu'il y a des erreurs qui ont été commises des deux côtés. Je crois que la question, le fait que pour une année, l'Espagne n'a pratiquement pas eu un gouvernement parce qu'ils ont eu des problèmes avec les élections, ils ont dû refaire les élections, n'a pas permis à gérer à temps et mieux la question catalane. Je crois que Puigdemont a commis l'erreur de violer les principes fondamentaux de la Constitution. Maintenant, la décision d'engager, entamer un nouveau processus électoral, je crois que c'est la bonne. Et je crois que c'est là que les forces politiques indépendantistes, loyalistes, unionistes doivent s'expliquer, doivent présenter leur vision alternative pour le présent et l'avenir de la Catalogne. Après, vous avez invoqué l'Europe. Vous savez, les États membres n'ont pas donné à l'Union européenne mandat à intervenir dans les questions intérieures entre l'État et la région. Et si moi, en demain, j'avais un problème avec une région italienne, je ne demanderais pas à l'Europe de la régler. Je voudrais la régler
suivant ma constitution. C'est que nous sommes en train de faire de façon très positive et constructive en Italie, avec les Nord d'Italie. Monsieur Gozzi, justement, est-ce que vous pensez que si le processus d'indépendance arrive un jour à terme en Catalogne, il peut y avoir un effet boule de neige, particulièrement dans votre pays où il y a pas mal de revendications régionales dans le Nord, en Lombardie, en Vénétie, etc., etc. Nous sommes en train de gérer ça de façon beaucoup plus efficace et constructive. Il y a eu des référendums en Italie, en Vénétie et en Lombardie. Et référendum prévu, consenti par la Constitution. On a un article, qui est l'article 116 de la Constitution, qui permet de donner plus d'autonomie aux régions qui ont un budget, les comptes en ordre, un budget équilibré. Et nous sommes maintenant en train de travailler avec les présidents de la Lombardie et les présidents de la Vénétie dans cette direction. Donc je pense que si on s'attaque à certaines questions très importantes de la bonne manière et de façon positive, on peut les gérer. Et en Italie, on est en train de gérer un processus d'autonomie à la Lombardie, à la Vénétie, à l'Émilie-Romagne. L'Émilie-Romagne, ma région, n'a pas tenu